c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai pour plein d'autres mondes. Là. Notre façon de faire habituelle a été garochée par la fenêtre le moment où est-ce on est tombé en quarantaine. Tantôt, dans les nouvelles, il parlait des systèmes d'éducation. Là. Ben, en fait, il essaie de pallier au système d'éducation. C'est ce qu'ils vont mettre en place sur Télé-Québec, genre je sais pas, des capsules pour les jeunes. Là. Mais en même temps, moi, Télé-Québec, ouais. CDN ne fournit pas pour regarder passe-partout aussi. Imagine si mettait 7 300 000 millions étudiants de. qui veulent downloader un fichier. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, je comprends pas pourquoi. Tu sais, quand j'étais à Poly, on avait des plateformes. On avait une plateforme qui était développée à Poly. Là. Puis, ça fonctionnait super bien. Je sais que c'était entretenu là-bas. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, à quel point c'est compliqué de prendre cette plateforme-là, de la mettre sur le cloud ou tu sais, de la rendre disponible à des écoles. Tu sais, au pire, tu commences avec des universités, des cégeps. Puis, tu sais, la plateforme incluait, bon, tu sais, vraiment une classe virtuelle. Le prof présentait ses PowerPoint, ses Word, peu importe le matériel qu'il y avait. Tu pouvais faire des examens en ligne. Tu sais, il y avait une manière de reconnaître que c'était toi qui étais devant l'ordi. C'est intégré un LMS. Là. Ben, je pense que le gouvernement et les services éducatifs devraient leverager effectivement les services de streaming. Puis, tu sais, on parle, tu parlais du logiciel qui était développé à Poly, mais je veux dire, même si on retourne plus basique que ça, si on prend YouTube ou ben, Mm. Vimeo, qui ont déjà des CDN, des Content Delivery Network qui sont construits, il y a moyen de faire quelque chose assez rapidement. Le prof peut être chez eux, enregistrer la partie magistrale du cours, puis ouvrir une salle de chat, dire bon ben voici le vidéo, je suis ici pour les questions, puis faire l'espèce de Q&A live avec l'ensemble de la classe. C'est sûr que l'aspect discipline, ben, c'est peut-être un peu plus difficile pour des jeunes du primaire ou du secondaire, là, mais quand même, le contenu éducatif serait là. Ouais, Fait que puis, je pense que peu importe le moyen technologique qu'on choisit de prendre pour livrer ça, mais la base est là. Tu as une partie magistrale, puis tu as une partie où est-ce que tu as des questions, puis des exercices. C'est pour les exercices, les étudiants qui ont soit leur cahier d'exercice, je ne sais pas s'ils ont donné à la maison, quoi que ce soit, mais sinon, le prof peut dire, ben, c'est un peu comme on l'avait dans les cours de maths. Tu mets une équation au tableau, tu mets un problème au tableau, puis mm. faites la solution. C'est un prof de cours de français, c'est voici un texte de français, faites la lecture et composez une synthèse du texte. Ou bon, en tout cas, je ne suis pas professeur, je suis pas enseignant, mais le contenu est là pareil, puis la façon de le faire est là pareil. La partie la plus difficile, je pense, c'est l'aspect humain dans tout ça, ou est-ce que c'est, comme je te disais, la partie de la Gestion discipline de puis de la classe, discipline. gestion de classe, exactement. Ouais, mais en même temps, Fait que, tu sais, je pense que le gouvernement, il se tourne, puis encore hier, il y a eu des mesures là-dessus. Tu sais, je pense que comment ils voient ça en ce moment, c'est ça, c'est que les profs sont à la maison, ils demandent évidemment à ceux qui sont à la maison de faire du bénévolat, mais tu sais, aussi, je pense qu'ils mettent des mesures financières en place pour pouvoir s'occuper de cette partie-là à la maison par un peu les parents, tu sais. Le parent ne remplacera jamais le rôle du prof, mais en même temps, je pense qu'une combinaison des deux, comme tu dis, tu sais, si le prof donne la partie magistrale, donne la partie éducative, puis après ça, les enfants ont des exercices à faire, je veux dire, c'est comme quand les enfants ont des devoirs à faire ou ouais, en en même temps, même qu'est-ce qui temps, empêche de. on a le temps de construire quelque chose, mais il y a des Hmm. LMS qui sont déjà construits pour ça. Tantôt, on parlait de Moodle, mais il y en existe d'autres LMS, puis à la limite, prenez un Google C'est ça que je Survey m'en là, allais ou dire, ouais. Monkey Survey ou peu importe un outil de Ben, sondage, puis écris ton nom, voici des choix de questions, écris des boîtes de texte. Fait que, ouais. même si on n'a pas l'infrastructure parfaite, on a quelque chose avec quoi on peut partir. Puis, dans la philosophie des TI, le DevOps, c'est vraiment ça. C'est un MVP, un Minimal Viable Product au début. Hmm. Donc, c'est un prototype, quelque chose qui
fonctionne, qui est fonctionnel, qui n'est pas parfait, qui n'a pas toutes les features qu'on veut, mais c'est un début. Mm. Ça nous donne le temps de construire ou d'améliorer la patente, puis d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux pour la deuxième évaluation, le deuxième examen, puis le troisième, ça va être Ben encore oui. mieux, puis le quatrième. Mais Ben il faut revenir vraiment au départ, puis c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai pour plein d'autres mondes. Notre façon de faire habituelle a été garochée par la fenêtre le moment où on est tombé en quarantaine, puis il ouais. faut s'adapter. Fait. Ouais, juste la routine, c'est difficile. La routine est difficile, le quotidien est différent, mais on a tout ce qu'il faut pour le faire. Mm. Mm. Fait que, Ouais, puis soyons, pour l'aspect rémunération des enseignants, que le gouvernement, payons-les, les enseignants, s'ils font du travail, c'est oui, de toute différent. manière, nos Payons-les. fonctionnaires qui sont à la maison, ils sont payés aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, non, puis tu sais, une fois que l'enfant, tu sais, s'il n'a pas la compétence, tu sais, tu lui donnes la matière, il n'a pas la compétence, tu l'évalues d'une manière ou d'une autre, tu sais, il te le montre au pire en live comme on fait en ce moment. Ça marche pas, écoute, une semaine passe, il a développé cette compétence-là. Tu sais, c'est ça qui est important d'évaluer. C'est pas de dire, ben là, tu sais, j'ai pas moyen de savoir si il a regardé dans ses livres, s'il trichait, s'il n'a pas écrit sur Google Docs à d'autres Ouais. étudiants. Hein. En Bon, même temps, je ne veux pas être plate, là, mais on sera pas ça sera pas le premier étudiant qui triche, là, qu'on ben, soit en classe ou pas. Là. Fait que, c'est ça. puis en même temps, en tout cas, ça c'est mon opinion, mais aujourd'hui, je veux dire, on a du staff, là, puis c'est correct. Ils ne connaissent pas les réponses à toutes. Mm. Tu as Google pour répondre à tes questions, puis Ouais. en tout cas, ça c'est autre chose, ça, mais... Ouais. Ouais, je Anyway, ne dis pas qu'il n'y a pas d'adaptation à faire, là, tu sais, parce qu'on en avait, même nous, des examens à livre ouvert ou à livre fermé. Je dis pas qu'il n'y a pas une adaptation à faire, mais en même temps, ton point était très valable. On a plein d'outils technologiques, il suffit juste de les prendre, de s'en servir. Puis même si c'est pas parfait, ben c'est mieux que rien, là. ouais, tout à fait. C'est la base du produit minimum viable. Tout à fait. Mm. Fait que c'est mon take là-dessus. Mm. Bon, il y a Carl hier qui nous a envoyé une question. Il dit c'est quoi la différence? En fait, c'est quoi des PC Thin Client ou des soft PC? Fait que, si je reformule un peu la question, là, c'est quoi la différence entre, serait quoi la différence entre ça puis un PC traditionnel? Puis dans le contexte de la crise, pourquoi je choisirais un plus que l'autre? Ah, ben c'est une bonne question. Des thin clients ou cette catégorie d'ordinateurs-là, ce sont des ordinateurs où est-ce qu'on a peu ou pas de puissance de calcul, de mémoire sur la machine qui est devant vous. Là. Donc, le matériel, le plastique, le métal qui est devant vous est un peu épais. Tout le calcul, toutes les opérations se font sur un serveur distant, donc on peut y accéder généralement. Maintenant, aujourd'hui, c'est Remote Desktop Connection de Microsoft ou encore VNC dans les technologies open source sont ce qui est prédominant pour transmettre, dans le fond, l'aspect graphique puis l'aspect computing vers l'utilisateur final. Donc, c'est ça. Ce que ça donne comme avantage pour les entreprises, ben, c'est une réduction importante des coûts, évidemment, parce qu'une boîte qui a un processeur qui est plus lent coûte effectivement moins cher qu'un équipement qui est Fait que, plus performant. c'est ça, je L- regarde pas ce qui est i3, i5, i7, 8 gigs, 16 gigs de RAM, ça n'a plus d'importance dans le Ça n'a fond. plus d'importance parce que tout le travail, tout le traitement est fait sur un serveur distant. Donc, on revient un peu à un paradigme des années Hmm. 70 où est-ce qu'on avait un mainframe puis des dumb terminals un peu partout dans le bureau. Donc, c'est un peu le même paradigme aujourd'hui, mais seulement que ça peut être dans le cloud ou encore ça peut être dans les bureaux de l'entreprise. Donc, c'est ce que c'est un dumb PC ou un terminal, dumb machine, pardon, ou un thin client. Donc, oui, c'est ça, réduction de coût pour l'acquéreur. En contrepartie, il faut s'assurer d'avoir l'infrastructure à l'autre bout pour supporter ça. Donc, un terminal server, un Hmm. remote desktop server, ou encore un serveur VNC si on roule sur Linux. Fait qu'à la limite, là, moi, je vois très bien ça aujourd'hui. Je pourrais, moi, je suis un entrepreneur, là, mes serveurs,
En fait, même si j'ai pas de serveur, je pourrais m'ouvrir un serveur dans le cloud qui va me coûter, je sais pas, 100, 200 dollars par mois. Shipper des tin clients chez mes employés. Disons que j'ai 5 Ouais. employés, je ship 5 tin clients là-bas. Puis eux, ils se connectent à ce serveur-là qui est dans le cloud, ils sont capables de faire leur travail, là. Tout à fait, tout à fait. Puis si les performances sont pas suffisantes pour le travail, ben, c'est facile d'augmenter la capacité et les spécifications du serveur. Même inversement, de les réduire si jamais c'est trop. Puis on paie en fonction de l'utilisation. Donc c'est vraiment bien pour ça. Puis est-ce que je pourrais les connecter? Est-ce que je pourrais, exemple, j'ai déjà un serveur en place ou j'ai déjà une machine cloud, je pourrais les connecter déjà à cet environnement-là? Ou tu sais, si j'utilise Tout à déjà un fait. VPN à l'intérieur, je pourrais Ouais, juste. tout à fait. Donc il y a moyen vraiment de faire ça super facilement puis déployer ça rapidement. Cool, cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que, on en a parlé un peu hier, mais est-ce que c'est sécuritaire de travailler du Wi-Fi de la maison? Est-ce que dans des entreprises, on met en place des sécurités qui sont essentielles ou bien si je peux avoir confiance là, à mon Wi-Fi de maison puis travailler pour la job? Ça dépend. Ça dépend toujours de ce que vous avez mis comme paramètre de sécurité sur votre Wi-Fi puis comment vous connectez au travail. Donc, tous ceux qui écoutent cette capsule-là, je vous recommande d'activer WPA2 sur votre point d'accès ou votre routeur à la maison, mettre en place une clé privée qui est assez longue, qui n'est pas facile à deviner. Donc, ça, c'est la base vraiment là, de la sécurité Wi-Fi. Après ça, on a évidemment le VPN qui va crypter les données. Donc, si vous vous connectez en VPN à votre bureau ou encore à votre environnement dans le cloud, à ce moment-là, les données sont cryptées. Si vous utilisez un Wi-Fi public, donc que ce soit Hmm. la ville ou un café Starbucks, quoi que ce soit, la Hmm. première chose que vous faites quand vous ouvrez votre ordinateur, c'est d'ouvrir un VPN. C'est super important de faire ça. Autrement, tout ce que vous passez comme information sont en clair, puis tout le monde peut les écouter. En fait, tout le monde qui est dans le même café ou qui est connecté au même réseau peut lire ces informations-là. Donc, c'est très, très important d'ouvrir le VPN. Première chose qu'on fait dès qu'on arrive dans un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. Fait que si je m'en vais dans un café, bon, peu de risque que je le fasse, là, mais disons que je m'en vais où j'ai accès à un Wi-Fi public là, de la ville là, chez moi. Euh, j'ouvre mon ordinateur puis j'ouvre mes courriels. Il y a du monde qui pourrait avoir accès à ça. C'est possible, oui. Donc, première chose qu'on fait, c'est ouvrir un VPN, c'est très, très important. Maintenant, j'en profite pour dire qu'il y a certains Wi-Fi publics qui vont bloquer l'ouverture de VPN. Si c'est le cas, je vous encourage fortement à vous déconnecter immédiatement, puis prenez la connexion Internet sur votre téléphone, faites du tethering, du partage de connexion avec votre appareil mobile ou encore faites-vous entrer une connexion Internet chez vous, mais n'utilisez pas un Mhm. Wi-Fi public qui n'est pas sécurisé sans VPN. Mhm. Puis on a parlé il y a un peu des providers aussi, mais tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup. Je connais pas les mesures exactes, mais en fait, je pense que tous les providers là, ont augmenté leur bande passante sur les téléphones ou ont permis au Oui, moins aux usagers de. de retirer la limite d'utilisation, en tout cas pour la maison. Pour les cellulaires, ce n'est pas tous les fournisseurs. Donc, à valider avec votre fournisseur, Bell, TELUS, Vidéotron ou Rogers. Pour la maison, la plupart des fournisseurs ont retiré, mais encore une fois, c'était à valider avec votre fournisseur. Mhm. Mhm. Mais c'est déjà mieux ça que de se faire Oui, voler ses données. tout à fait. On fait tac.